Bienvenue à tous sur la partie 3 de l'iceberg théorie du complot et mystère. J'ai décidé de couper en deux la partie 3 parce que comme ça me permet de m'attarder un peu plus sur certains sujets. Je vais commencer par parler d'une théorie que j'avais oubliée dans la partie 2, comme ça c'est fait. L'empreinte de main de Francis Lévy. En fait, le 18 avril 1924, à Chicago, le pompier Francis Lévy a prédit sa propre mort. En fait, le soir, il y a un incendie qui s'est déclaré à Curran Hall, qui a tué et blessé énormément de pompiers, parce que le feu il était un peu bizarre et il y avait déjà des dommages au niveau de la structure. Donc il y a 8 pompiers qui sont morts, dont le monsieur Lévy. Finalement, l'incendie, c'était un incendie criminel, un truc lié à une fraude d'assurance. Et la partie mystérieuse, en fait, c'est que il y a l'empreinte de main de Lévy qui est apparue sur une vitre. Ils ont beau avoir essayé de la nettoyer pendant 20 ans, et ils n'ont pas réussi à l'enlever. Et en fait, le 18 avril 1944, donc vraiment pile poil 20 ans après que la trace soit apparue, il y a eu quelqu'un qui a balancé un journal sur la fenêtre, et qui a brisé la fenêtre du coup. Donc c'est une fin un peu triste à cette histoire. Du coup, je vais pouvoir attaquer la partie 3. Et elle a comme description « Point de non-retour. Certaines de ces connaissances vous feront apparaître et agir comme un fou aux yeux des gens normaux, mais ce n'est que le début. Si vous êtes toujours là, vous voudrez peut-être étudier et rechercher davantage en suivant votre propre chemin. » Du coup, comme je disais, en fait, j'ai coupé en deux la partie 3 pour pouvoir m'attarder plus sur certains concepts et sujets. Parce qu'en fait, il y a certains concepts qui vont être importants à connaître pour certaines théories des étages suivants de l'iceberg. Donc la première, c'est la singularité. C'est l'idée comme quoi, dans un futur plutôt proche, l'IA va devenir plus intelligente que les êtres humains et va contrôler les êtres humains. En fait, il y a un moment donné où il y aura un dépassement fait par l'IA et on n'aura plus le contrôle. Le nihilisme mérologique. C'est un concept philosophique qui dit que chaque objet, comme les tables, les chaises, les gens, sont faits de parties plus petites, des molécules ou des atomes. Et le nihilisme mérologique qui remet en question la perspective des choses en disant qu'il n'y a rien qui existe en fait. Puisque tout est en fait composé d'atomes, du coup, les objets ils n'existent pas réellement. C'est nous qui avons construit des objets à partir de petites choses, mais ce qui veut dire qu'en fait les objets ils n'existent pas. Et donc, ce que j'ai comme exemple, c'est de dire, par exemple, quand on parle d'une flaque d'eau, à quel moment on peut dire que c'est une flaque en sachant que c'est composé de plein de petites gouttes d'eau? Est-ce qu'une goutte d'eau, du coup, ça compte comme une flaque? Ou est-ce que 2 gouttes d'eau, ça compte comme une flaque? Est-ce que 3 gouttes d'eau? C'est à quel moment qu'on dit que c'est une flaque, finalement? Le concept, c'est de dire qu'il n'y a pas de flaque. Il y a juste des milliards de gouttes d'eau qui créent la flaque. Je sais pas si j'ai été claire. La surveillance des jeux en ligne. C'est très court, hein. C'est le concept que, comme quoi il y aurait le gouvernement qui sert des jeux vidéo en ligne pour surveiller la population. Le but de cette surveillance, ce serait de mener des études sur le comportement et les attitudes des gens. Sachez que Call of Duty est sponsorisé par l'armée américaine. Je dis ça comme ça. Le suicide quantique et l'immortalité. Déjà, on va définir ce que c'est que la mécanique quantique. C'est une partie de la physique qui traite du comportement des particules à très petite échelle. Mettons les recherches qu'ils font au CERN. Ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est l'idée de la superposition. Où en fait, les particules, elles peuvent exister en même temps dans plusieurs états différents. Jusqu'à qu'elles soient mesurées et étudiées, en fait. Comment on en vient à la théorie du suicide quantique et de l'immortalité? On fait une expérience de pensée. On se dit qu'une personne met en place un dispositif qui est déclenché par la désintégration d'une particule, et si la particule se désintègre, alors l'appareil tue la personne. Et si l'atome n'est pas désintégré, alors la personne elle survit. Et en fait, elle se désintègre de manière aléatoire, la particule. Du coup, avec le principe de la superposition, on ne sait pas, du coup tant qu'on n'a pas observé, on ne sait pas si la personne elle est encore en vie ou pas. Parce qu'on ne connaît pas son état, parce que on n'a pas encore étudié. Et donc ça suggère que la personne, elle ne meurt jamais parce que dans un univers parallèle ou dans une autre branche de réalité, la personne, elle a survécu. Parce que la particule, elle se désintègre jamais. En fait, en gros, pour faire simple, la particule, on a dit, soit elle se désintègre, soit se désintègre pas. Et en fait, il y aurait un univers parallèle où
elle se désintègre au bout de la 100e fois, ou au bout de la 200e fois, ou jamais. Et en fait, ça veut dire que il y a un univers où la personne, elle est immortelle parce que la particule, elle se désintègre jamais. Pour faire plus simple, parce que là j'ai juste décrit concrètement l'expérience de pensée telle qu'elle a été faite, mais pour faire plus simple, en gros, c'est l'idée que, mettons, vous êtes destiné à avoir une crise cardiaque. Je vous le souhaite pas, hein, mais voilà, vous êtes destiné à faire une crise cardiaque. Et en fait, il y a un univers où la crise cardiaque, elle se déclenche de suite. Ou alors elle se déclenche dans 10 ans. Ou alors elle se déclenche dans 30 ans. Ou alors elle se déclenche jamais, en fait. Puisque on peut se dire qu'elle se déclenche une seconde plus tard dans chaque univers. Et ben, ça veut dire qu'il y a des univers où vous êtes immortel, puisqu'elle se déclenche absolument jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'idée. Les cagots. En fait, les cagots, c'est un groupe de personnes qui a existé entre la France et l'Espagne, ou plutôt dans les Pyrénées, qui étaient discriminés, qui subissaient une ségrégation. Ils étaient exclus des églises, des lieux publics, ils n'avaient pas le droit de marcher pieds nus pour pas que les gens ils puissent marcher par-dessus eux, pour pas qu'ils aient de contact indirect. En fait, il y a plusieurs théories qui ont été proposées pour expliquer cette discrimination. Et soit il y a eu une maladie à une époque, depuis ils ont été séparés et on sait plus trop pourquoi on les a séparés, soit c'était une question ethnique, ou un détail religieux, mais qui date quoi. En fait, ils avaient une écriture particulière pour qu'on puisse les distinguer. Vous vous rendez compte, genre à quel point ça partait loin. Ce qui s'est passé, c'est que c'était grave, enfin c'était plutôt pendant le Moyen-Âge que les gens ils les discriminaient. Et quand il y a eu la Révolution française, ils en ont profité pour cramer tous leurs papiers et tout, comme ça on pouvait plus savoir qui était des cagots ou qui ne l'était pas. Et c'est comme ça que ça s'est terminé cette histoire. John Babaconde-Lee. C'est un Britannique qui est devenu célèbre à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, il y a eu plusieurs lieux qui ont été nommés après lui, en Angleterre. En fait, l'histoire, c'est qu'en 1888, il travaillait comme domestique chez Emma Case, à Babacombe, du coup. Emma, elle a été retrouvée assassinée, et Lee a été accusé de son meurtre. Jusque-là, rien d'anormal. Et il a eu un procès en 1885, il a été reconnu coupable, du coup, et pour le punir, il a été condamné à mort par pendaison. Le jour de son exécution, ça n'a pas marché en fait. Si vous voulez, il y a une trappe, normalement, en dessous, et la trappe, elle s'enclenchait pas. Et genre, le bourreau, il a essayé 3 fois de le tuer, et les 3 fois, ça n'a pas marché. Du coup, il s'est dit, nique sa mère, je dégage, c'est un signe de Dieu, je le tue pas. Il a eu droit à la prison à vie, du coup. Et l'idée, ce serait que, effectivement, en fait, c'était pas son destin de mourir, parce qu'il était innocent. Parce que quand on regarde les preuves qu'il y avait, il y en avait pas. C'était que des conjonctions en mode c'était lui qui avait un motif ou un truc comme ça, voilà. Il n'y a pas eu de preuves concrètes, quoi. Et c'est pour ça qu'on pense que, voilà, c'était pas son destin de mourir. La technologie de laboratoire en haute mer, c'est une théorie du complot qui dit qu'il y a des laboratoires sous-marins où ils mèneraient des expériences secrètes, soit liées à des développements de technologies super avancées dont on n'est pas du tout au courant, ou à l'étude de créatures mystérieuses ou extraterrestres. Et les gens qui croient en cette théorie pensent qu'elles sont cachées du public pour maintenir un contrôle, ou pour maintenir le secret de l'existence des créatures ou de la technologie en particulier. L'entraînement à la folie des RPG. C'est l'idée comme quoi les jeux de rôle en ligne, donc les RPG, je le décris pour les gens qui connaissent pas, ils sont conçus pour manipuler et endoctriner les gens, et ça leur permettrait de forcer les gens à adopter des croyances ou des comportements bizarres, irrationnels, voilà, qui soient déconnectés de la réalité. L'idée, ce serait que ce soit les développeurs de jeux et en cohésion avec des organisations bizarres qui utilisent les jeux de rôle comme moyen psychologique. Le négationnisme, c'est le déni des génocides. En fait, ça implique que les génocides historiques qui sont reconnus, genre l'Holocauste, le génocide arménien, le génocide rwandais, le génocide des Ouïghours, en fait, tout ça, ce serait faux, soit carrément ça n'a pas existé, ou soit il y a eu beaucoup moins de morts que ce qu'on pensait. Mais juste, voilà, c'est l'idée du négationnisme. Et ils ont comme explication que les récits sont censés être inexacts parce que
qui serait modifié par un groupe en particulier ou par les gouvernements. Hitler s'est échappé à l'intérieur de la Terre. C'est une théorie qui suggère que Hitler, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne s'est pas suicidé dans son bunker en avril 1945, mais plutôt qu'il s'est soit caché dans un autre bunker en profondeur, soit qu'il a eu accès à la terre creuse et qu'il est allé habiter là-bas. Comme preuve de ça, il y aurait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient grave eu des avancées technologiques et que en fait ces avancées technologiques elles seraient faites avec des individus de la terre creuse. Et donc ils auraient eu un lien avec la terre creuse et Hitler serait caché là-bas. Voilà. Mélange forcé des races et homosexualité. Ce serait une théorie qui dit que il y a un programme secret au sein du gouvernement ou au sein d'un groupe secret qui fait en sorte que les gens deviennent soit homosexuels, soit qu'ils fassent de la mixité pour effacer les identités des gens et contrôler la population. Si vous y croyez vraiment, je sais pas, prenez des cours, allez discuter avec des gens, sortez dehors, faites un truc parce que c'est pas possible. Le basilic de Rocco. C'est une expérience de pensée qu'il y a eu au début des années 2010 et qui a été proposée par Les Long, c'est un utilisateur de Reddit il me semble. Et en fait c'est un scénario hypothétique qui combine l'intelligence artificielle et les théories au niveau de la décision. En fait le concept c'est que dans le futur, l'humanité aurait potentiellement créé une intelligence artificielle super intelligente qui dépasse l'intelligence humaine. On revient au premier concept de cette partie 3. Et en fait, l'expérience de pensée, ce serait de se dire, cette IA, sa motivation, c'est d'exister et de maximiser sa propre existence. L'IA, pour s'assurer de sa propre existence, elle pourrait simuler l'esprit des gens qui ont contribué à sa création ou à son développement. L'idée, ce serait que l'IA, du coup, en faisant cette simulation, elle pourrait déterminer qui va la créer ou qui va participer à son développement. Et la punition pour les gens qui n'auraient pas participé, ce serait de prendre ces simulations de gens et les faire souffrir sans fin. L'idée derrière, ce serait que l'IA, elle pourrait punir rétroactivement les gens. Est-ce qu'il ne faudrait pas participer maintenant à la création de l'IA pour éviter de souffrir dans l'avenir ? Les banques de sang Illuminati. C'est l'idée comme quoi, en fait, les Illuminati auraient accès à du sang infiniment. Par exemple, en fait, ils feraient des récoltes de sang auprès de donneurs qui en ont pas conscience pour récupérer le sang pour faire soit des expériences génétiques ou en récupérant le sang de personnes plus jeunes pour pouvoir vivre plus longtemps ou faire des rituels occultes. Ça prétend aussi qu'ils contrôlent le système de santé pour être certain qu'il y a toujours du sang en rab. Les gens ils prennent comme entre guillemets preuve, c'est dans leur symbolisme, souvent ils ont du sang, ou quand on regarde le serpent autour du vase, là vous voyez les pharmacies et tout, genre ce serait lié à ça, machin. Et comme souvent en fait les Illuminati, bien sûr faut que ça ait un lien avec la théorie de nouvel ordre mondial, et ça suggère que ce serait utile pour assouvir leur domination d'avoir le contrôle sur les banques de sang. Le facteur Oz, c'est un mot qui a été inventé par la chercheuse Jenny Randles, et c'est les sensations un peu là de distorsion du temps, vous voyez ce que je veux dire, en mode il y a des fois il y a un silence bizarre ou un sentiment bizarre quand on croise des gens, ou qu'on a l'impression que c'est pas que les gens ils sont pas normaux, vous voyez ce que je veux dire, genre si vous par exemple vous rentrez dans un bâtiment et tous les gens ils se mettent à vous regarder d'un coup, tu vois, c'est ça l'expérience facteur Oz. Taured. En fait au milieu du XXe siècle, il y a un monsieur qui est arrivé à l'aéroport de Haneda de Tokyo, ou un grand aéroport international, ça diffère des fois. Et en fait quand ils ont vérifié son passeport à la douane, ils ont remarqué quelque chose de bizarre. C'est qu'en fait cet homme il venait d'un pays qui s'appelle Taured. En fait il leur a montré le passeport, et dans le passeport il y avait bien des cachets de voyage. En fait, vous voyez les tampons qu'ils mettent quand vous voyagez, mais il avait des tampons du Japon et d'autres pays. Et il a même sorti sa pièce d'identité, son permis et tout pour prouver son identité, sauf que Taured, ça n'existe pas. Et en fait, les douaniers, ils savaient pas trop quoi faire. Et lui, sur une carte, il a vraiment montré son pays. Il a dit « Mais votre carte, elle est bizarre, il manque mon pays, et normalement, il est là. » Et il me semble que c'était vers la Suisse. Et en fait, ils savaient pas trop quoi faire de lui. Ils ont même appelé des experts de langue là pour essayer de parler avec lui, sauf que sa langue elle n'existait pas.
Et du coup, ce qu'ils ont fait, finalement, c'est qu'ils l'ont mis dans une chambre d'hôtel sous surveillance, le temps d'enquêter. Le lendemain, du coup, ils sont allés le voir, le lendemain matin, et il avait complètement disparu. Ses papiers, ils étaient encore là, ses affaires, elles étaient encore là. Et la porte de la chambre d'hôtel était fermée à clé. Ils ont essayé de le rechercher un peu de partout, ils l'ont jamais retrouvé. La théorie, du coup, ce serait qu'il venait d'un univers parallèle où le pays de Taured existe bel et bien. Voilà, bon, c'était sympa comme histoire. La géométrie sacrée. En fait, c'est une croyance qui dit que il y a certaines formes, certaines proportions géométriques. Vous voyez les tiers là dans le visage et tout, ceux qui connaissent. En fait, ça aurait des significations cachées. Il y en aurait dans l'art, dans la nature, dans l'architecture. Et cette théorie, ça dirait qu'il y a un groupe d'individus qui arrivent à utiliser ces proportions et ces formes géométriques pour manipuler et contrôler la société d'une manière ou d'une autre. Les gens qui croient en cette théorie, ils affirment que les formes comme la fleur de vie, le nombre d'or, la suite de Fibonacci ont un pouvoir secret que le groupe secret ils utilisent pour leur propre but. Et ils affirment aussi que c'est des géométries qui sont retrouvées dans les textes sacrés et dans la nature, et que certaines personnes en mettent dans leur logo et tout pour pouvoir manipuler les gens. La théorie des continents extrêmes. Ce serait l'idée comme quoi tous les continents, ils se rejoindraient en un seul et même continent par des cycles réguliers. Tous les 335 à 175 millions d'années. J'ai dit ces chiffres là, mais c'est juste que c'est ce que j'ai trouvé littéralement. En fait, il y aurait des signes comme quoi tous les continents se rapprochent ensemble, forment un seul et même continent, et se redétachent. Mais genre, ça prend des milliards d'années. C'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Comme preuve, il y aurait que les montagnes, comment elles sont mises, ou les fossiles, comment ils sont mis et tout. Ça montrerait qu'il y a des cycles de supercontinents. Et il y a aussi l'étude de la tectonique des plaques. Vous voyez ce que c'est ce qu'il y a en dessous là qui bouge, et ce qui fait que des fois il y a des tremblements de terre et tout. Et donc la théorie, elle prédit aussi que dans le futur, des supercontinents vont se former, et que du coup il y aurait une Pangea Proxima, et que ça arriverait, mettons, dans des centaines de millions d'années. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre ça. Le bloop. En fait, en 1997, il y a eu un bruit sous-marin qui était super fort, genre bien plus fort que ce qu'on a l'habitude d'entendre, même par des grosses baleines. Et du coup, ils ont cherché à déterminer son origine. Ils ont eu quelques explications, genre soit... Enfin, il y a quelques explications, genre soit des expériences secrètes du gouvernement, ou soit une énorme créature marine. Mais genre, je sais pas si vous vous rendez compte, les baleines, elles font un bruit énorme déjà. Les grosses baleines. Et en fait, c'était beaucoup plus fort que le bruit standard des baleines. Et ça voudrait dire que l'animal qui a fait ce bruit, il a des cordes vocales, mais super grande. Et donc ça voudrait dire qu'il est ultra géant. En sachant qu'on connaît à peine 20% de la mer, enfin des océans, etc. La prophétie du pape noir, c'est... Comment dire ? Il y a un gars qui a fait une prophétie sur les futurs papes, en gros. Sauf qu'il avait juste sur les papes du passé qui étaient antérieurs à son existence. Mais de ce que j'ai compris, tous les papes qu'il y a eu après ses prédictions, ça s'est pas du tout passé comme il avait prévu. Donc c'est un peu un Nostradamus raté, quoi. Sinon, ce que j'ai trouvé d'autre comme théorie du complot sur les papes noirs, c'est un truc plus intéressant, ce serait comme quoi les jésuites dirigent et exercent un pouvoir immense au sein de l'Église sur des affaires mondiales et qui sont encore plus puissants que le pape lui-même. Genre ils contrôleraient des événements mondiaux, des gouvernements, des systèmes financiers et tout, pour leur propre but à eux ou pour s'enrichir tout simplement. Le rosicrucianisme, c'est un mouvement qui est apparu en Europe à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle à peu près. C'est un peu un mélange d'idées. Ça contient par exemple la transformation spirituelle. En gros, ils pensent que grâce à l'étude et à la connaissance de l'ésotérique, ce qu'on avait dit là sur l'occultisme et tout, ils pourraient atteindre un état supérieur de conscience et se rapprocher et faire qu'un avec le divin. Ils utilisent aussi l'alchimie. Je sais pas si vous voyez ce que c'est genre le changement de métaux et tout là. L'hermétisme, c'est une idée comme quoi ce qu'il y a en haut
bah c'est aussi ce qu'il y a en bas, mettons. Ce qui se passe dans l'espace, il s'y passe au niveau microscopique. Et enfin, les connaissances ésotériques, c'est qu'en fait ils se réunissent et qu'ils ont des traditions secrètes et des enseignements secrets, et que du coup ils ont l'impression qu'ils ont une sagesse cachée et qui peuvent générer un éveil spirituel. Ils ont notamment des manifestes, et le manifeste le plus connu, c'est le Fama Fraternitatis, si ça vous intéresse. Les êtres DMT. La DMT, c'est de la drogue, tout simplement. C'est une drogue qui est hallucinogène, et en fait, ça provoque des expériences intenses, et tellement intenses que les gens, ils ont l'impression qu'ils vivent une expérience surnaturelle. Et donc souvent, les personnes qui ont utilisé cette drogue, ils rapportent avoir rencontré des êtres sensibles et intelligents pendant leur trip. L'idée, ce serait qu'ils arriveraient à voir des entités surnaturelles grâce à cet état d'hallucination, et que ce serait des êtres qui existent réellement et qui existent dans une autre dimension. Contrôle porno. Ce serait l'idée comme quoi il y a un groupe secret, ou le gouvernement tout simplement, qui tente de contrôler et de manipuler la population en réglementant et en restreignant la pornographie, tout simplement. Les dolines. Vous voyez, des fois, on voit des photos ou des vidéos de gros trous qui sont apparus d'un coup, là, sans raison. Et en fait, l'idée, ce serait que, au lieu que ce soit des phénomènes naturels parce qu'il y avait un trou en dessous, qui s'est simplement effondré, ce serait en fait causé par des organisations secrètes ou des agences gouvernementales, comme d'habitude, dans le but de soit cacher des preuves d'existence de choses surnaturelles, soit pour faire des activités clandestines, ou soit pour contrôler la population, genre pour faire qu'il y ait plein de gens qui... Les enfants disparus dans les forêts nationales. En fait, cette théorie, ça suggère qu'il y a énormément d'enfants qui disparaissent dans les forêts nationales aux États-Unis, et que le gouvernement serait impliqué dans la dissimulation de ces disparitions. Souvent, en fait, les gens, ils pensent que les services des parcs nationaux ou d'autres agences gouvernementales liées au parc dissimulent exprès des informations sur les disparitions parce que les disparitions seraient liées à des phénomènes surnaturels ou extraterrestres, comme d'habitude. En gros, le gouvernement américain cacherait des disparitions pour pas qu'on les relie à des événements surnaturels ou extraterrestres. Pour faire court. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresserait ou pas, mais je compte faire des vidéos aussi sur les Missing 411. C'est des disparitions qui sont un peu bizarres, c'est un peu lié à ces disparitions en forêt. Plérome, c'est un concept philosophique plutôt, qui vient du poème philosophique Parménide. Je connaissais pas à la base. Et en fait, ça présente deux visions complètement opposées de la réalité. Il y a la voie de la vérité ou la voie de l'opinion. La voie de la vérité, ce serait que la réalité, elle est éternelle et unifiée, qui est du coup, c'est ça le concept de plérome. Un état d'être absolu, genre tout existe dans une parfaite unité et le vide, ça n'existe pas. Et donc, le plérome, c'est le contraire de la voie de l'opinion. Ça dit que, la voie de l'opinion, du coup, ça dit que le monde qu'on perçoit à travers tous nos sens, il serait tout le temps rempli de changements et tout serait multiple et tout serait imparfait. Donc c'est tout le contraire de l'autre. En fait, en gros, le plérome, c'est une idée philosophique qui dit que tout est uni, tout est complet. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous voyez pas, moi non plus. C'est en gros, il y aurait une réalité qui serait permanente et qui se divise pas, genre. Qui est qu'une seule réalité, point. Le solipsisme, c'est une idée psychologique qui dit que la seule chose dont on est sûr, c'est que notre esprit, il existe. C'est tout ce qu'on peut être sûr. Tout le reste, le monde extérieur ou les autres personnes, tout ça, ce serait inventé par notre propre esprit, ou même encore pire, ça n'existerait pas du tout. C'est une idée un peu... c'est du scepticisme en mode... ça remet en question l'existence de tout, sauf notre propre pensée et nos propres expériences. En gros, vous pouvez être sûr que de ce que vous avez vécu et que de ce que vous avez pensé. Et tout le reste, tout ce que vous avez autour de vous, là, ça se trouve, vous l'inventez complètement. Ça se trouve, là, vous me regardez dans la vidéo, mais en fait, vous m'inventez complètement et j'existe pas. L'énothéisme. En fait, c'est un truc qu'il y a entre le monothéisme et le polythéisme.
Pour revenir dessus, le monothéisme, c'est on croit en un seul dieu, il n'y a rien d'autre. Le polythéisme, c'est il y a plusieurs dieux, soit qui sont égaux, soit ils ont un niveau de pouvoir qui est variable. Et en fait, l'énothéisme, c'est des personnes qui croient en plusieurs dieux, mais qui choisissent de vénérer qu'un seul dieu. C'est ce qui se faisait souvent pendant l'Antiquité. En fait, chaque ville, souvent, ils avaient un dieu en particulier qui vénérait. Ils disaient que les autres dieux, ils existent, mais que eux, ils veulent choisir qu'un seul. Soit parce qu'il est plus puissant que les autres, soit plus important, mais c'est sans nier le fait que les autres, pour eux, existent. L'énigme Publius. En fait, au début des années 90, il y a un puzzle qui est lié au groupe Pink Floyd qui est apparu. En fait, il tourne autour de l'album en particulier qui est sorti en 1994, The Division Bell, et la tournée qui va avec. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des fans qui ont remarqué qu'il y a des symboles et des motifs bizarres qui sont apparus sur les pochettes d'albums et dans les musiques en elles-mêmes. Et ensuite, il y a eu un site web qui s'appelle publiusenigma.com qui est apparu et qui, du coup, prétendait qu'il y avait une clé pour résoudre l'énigme et qui pensait qu'il y a un message caché qui existait dans l'album. Du coup, les fans, ils se sont tous mis à essayer de décrypter les messages en écoutant les musiques ou en regardant à la loupe les illustrations d'albums. Et il y a des gens qui ont commencé à remettre en question l'existence de Publius, enfin l'existence de l'énigme. Et du coup, pendant un concert de Pink Floyd, il y a les lumières qui se sont mis à clignoter en messages morse qui disait Publius. Et du coup, ça a approfondi le mystère. Ils ont réussi à trouver des indices et des chiffres cachés et tout, même s'il y en a quand même qui croyaient que c'était juste un coup de marketing. Et au final, personne n'a réussi à résoudre l'énigme, personne ne sait pourquoi il y a eu cette énigme dans un premier temps en fait. La société de Thulé, ou la conspiration de Thulé, c'est une organisation secrète qui a été fondée en Allemagne au début du XXe siècle, juste après la Première Guerre mondiale en 1918, qui est en fait l'ancêtre entre guillemets, c'est la version 1 du nazisme. C'était un groupe secret qui était dans l'occultisme, l'ésotérisme, tout ce qu'on avait parlé avant en fait. Vous voyez, les gens qui croient à la magie, la divination et tout. Et en plus de ça, une idéologie nationaliste. En mode, ils étaient grave racistes. Et du coup, cette société, elle est grave connue, comme je disais, pour la montée du nazisme. Genre Adolf Hitler, il faisait partie de cette société. Ils ont tous été influencés par les idées nationalistes de cette société. Surtout, en particulier, ils pensaient que la race aryenne... Sachez que les races, ça n'existe pas. La race aryenne serait la race maîtresse. Et ils étaient grave antisémites. Ils considéraient les juifs comme une menace pour la race aryenne. Et en fait, vous voyez, leur croyance à la magie et tout, ça jouait grave un rôle important dans la création du nazisme. Donc vraiment, c'est pour dire, ils étaient vraiment perchés. Et ils pensaient qu'ils étaient les gardiens de la tradition germanique. Pour faire court, en fait, c'est une organisation secrète qui a quasiment créé le nazisme. C'était du coup antisémite, mais avec une pincée de magie. Et voilà, c'est tout pour la première partie du troisième étage, on va dire, de l'iceberg. Je vais essayer de sortir la deuxième partie la semaine prochaine. Et puis, au plaisir de vous revoir.